La dernière présentation de cette introduction au droit international public est consacrée au droit de l'environnement et notamment au développement durable et aux défis liés au changement climatique. Ce n'est pas parce que c'est la matière la moins importante, bien au contraire, c'est peut-être la plus importante et un des défis majeurs que aussi les juristes doivent affronter. Et les connaissances générales des sources et des mécanismes de droit international vous montrent et vous expliquent les défis qu'on a dans les négociations dans ce domaine et aussi quels outils juridiques peuvent être utilisés. Le droit international de l'environnement est déjà assez difficile à définir. C'est relativement tard quand on a commencé à négocier des accords internationaux dans ce domaine et qu'on a commencé à discuter des mesures à prendre dans ce domaine. Ce qui fait qu'il existe beaucoup d'accords sur certains aspects, mais il n'existe pas, par exemple, une organisation internationale de l'environnement ou un accord général sur l'environnement. Un exemple sur une définition de ce que c'est l'environnement pour l'ensemble des États, on le trouve par exemple dans la Convention du Conseil de l'Europe de 1993, dans un domaine très particulier, où les parties, mais c'était essentiellement les membres du Conseil de l'Europe de l'époque, ont défini l'environnement comme les ressources naturelles, abiotiques et biotiques, notamment l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, ainsi que l'interaction entre ces mêmes facteurs. Il comprend aussi les aspects caractéristiques du paysage. On voit ici aussi que les questions concernant le climat, on peut les retrouver ici, mais on n'en parlait pas encore. La Cour internationale de justice a aussi tranché dans très peu de domaines sur des questions environnementales pour différentes raisons. Un, c'est l'absence de traité dans ce domaine. Deux, c'est le manque de volonté des États de faire traiter ces questions par la Cour internationale de justice, etc., etc. Mais tout de même, quand la Cour a eu l'occasion, ces dernières années, elle a tout de même essayé de rendre attentifs les États et les juristes à l'importance de ce domaine. Et dans l'avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires, dont nous avons déjà parlé en 1996, où on a aussi parlé des enjeux environnementaux de l'utilisation des armes nucléaires, la Cour a dit que l'environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace où vivent les êtres humains et dont dépend la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir. Et donc, on fait allusion à l'importance de ce concept et de la protection de l'environnement au sens large. Le développement, je l'ai dit, c'est un peu tardif. Tout de même, déjà à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on a conclu certains traités qui en partie restent en vigueur aujourd'hui, notamment pour sauvegarder certaines ressources qui avaient une importance économique et où on s'est rendu compte que la surexploitation posait des problèmes, aussi d'égalité ou de distribution entre différents États. Si vous pensez par exemple à la pêche ou à des régions comme l'Arctique ou l'Antarctique, où plusieurs États ont des intérêts, si pas tous les États. Beaucoup plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale, a commencé tout de même une certaine prise de conscience que ce n'était pas que l'utilisation des ressources naturelles, mais que l'environnement en tant que tel était primordial et important pour la planète et pour les êtres humains. Dans un premier temps, on a surtout créé des ONG, et seulement à partir des années 70, on peut parler du développement d'un vrai droit international de l'environnement, avec certaines faiblesses. On organise normalement des sommets internationaux
Et il y a certains régimes spéciaux pour certains domaines, par exemple, un des derniers, le climat, mais donc absence d'une organisation internationale qui s'occuperait de tout et d'une approche vraiment globale euh, pour la protection de l'environnement. Cette volonté manque toujours. Les États s'opposent à rendre ce domaine plus fort. Alors ces sommets de l'environnement onusiens ont tout de même une certaine importance, notamment symbolique, pour motiver les États à prendre des mesures et surtout aussi pour alarmer peut-être notamment les jeunes qu'il faut faire quelque chose. Le premier grand sommet de l'environnement, c'est la conférence mondiale sur l'environnement à Stockholm le 16 juin 1972. Donc ça fera 50 ans l'année prochaine. Il aboutit à une déclaration, vous voyez ici, pas un traité, mais une simple déclaration, donc du soft law, dans laquelle on dit que l'homme a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. Donc on parle ici beaucoup de l'avenir, mais en même temps on comprend que peut-être les générations présentes sont parfois pas prêtes à peut-être consommer moins ou à investir dans des nouvelles technologies parce que les bénéfices semblent trop lointains. On met même en place un programme des Nations Unies pour l'environnement. Mais c'est un simple programme, donc c'est un organe créé par les Nations Unies. Nous avons vu cette possibilité que les Nations Unies ont. Donc ce n'est pas une organisation internationale, ce programme n'a pas son propre budget, et donc c'est une structure relativement faible. En même temps, il faut admettre, c'est un début en 1972. Ce programme des Nations Unies pour l'environnement reste jusqu'à nos jours la plus haute autorité environnementale au sein du système des Nations Unies. Donc il n'y a pas vraiment eu un progrès. Notamment, la création d'une organisation internationale a toujours pas eu lieu, même si certains États et certainement certaines ONG ont revendiqué que si on pouvait avoir une organisation mondiale du commerce ou une organisation mondiale de la santé, qu'on devait aussi en principe un jour créer une organisation mondiale de l'environnement. Dans les années 80, dans le cadre de ce PNUE, on demande à Madame Brundtland, qui était Premier ministre de la Norvège, d'établir un rapport sur les enjeux et on commence à parler du développement durable. Et c'est resté jusqu'à nos jours le concept qui est normalement utilisé par tous les États pour décrire les enjeux et les problèmes et le type de solutions qu'on recherche. Et la définition de ce concept du développement durable, c'est que c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc, et on parle ici aussi de justice intergénérationnelle, ce qui pour le juriste est déjà assez difficile parce qu'on a souvent une sous-représentation des intérêts des générations futures. On parle normalement de 3 sphères, de 3 blocs dans ce domaine. Le côté écologique, il faut admettre que dans beaucoup d'États et dans beaucoup de régions de la Terre, il y a toujours beaucoup trop de pauvreté et ces personnes ont simplement besoin d'une vie économique meilleure pour survivre et pour avoir une vie digne. En même temps, il y a les enjeux écologiques, le fait de brûler du pétrole, le fait de produire beaucoup de déchets cause en partie aussi des problèmes liés à la survie des jeunes et de la population. Et le climat, bien sûr, est un exemple particulièrement évident où on dit que c'est essentiellement aussi les classes les plus pauvres et les régions qui sont déjà pauvres, qui vont souffrir et qui n'ont pas les moyens pour se défendre
la technologie pour s'adapter au changement climatique. Et il y a l'aspect social, bien sûr, dans les sociétés, entre riches et pauvres, comme je viens de dire, la solidarité, certains besoins de vivre en société dont il faut aussi tenir compte. Et l'idée, c'est que si on combine les trois sphères de manière équilibrée, le développement devrait être durable. Alors les sommets de la Terre continuent avec 20 ans de retard. On a vu depuis entre 1972 et 1992, on n'en avait pas, ce qui était aussi dû à la crise pétrolière des années 70 et puis aux tensions politiques des années 80. Mais en 1992, il y a un sommet de la Terre à Rio, au Brésil, où il y a une très bonne participation et tout de même certains résultats. Alors une nouvelle déclaration de Rio sur l'environnement et le développement avec 27 principes. Ça reste du soft law, mais c'est souvent repris aujourd'hui dans beaucoup de traités. Donc on voit ici un joli exemple pour l'influence du soft law, du droit mou, sur les négociations des traités. Et il y a aussi un autre document de soft law, l'agenda 21, parce qu'on parle du 21e siècle, déjà en 1992, 600 pages pour expliquer un peu dans quelle direction il faudrait aller. Et c'est une base pour les négociations par la suite. 10 ans plus tard, un sommet à Johannesburg en 2002, sommet de la Terre, où les résultats sont moins prometteurs. C'est une période plus difficile. Les États ne sont pas vraiment prêts à faire beaucoup de vraies concessions, ce qui explique aussi plus tard le retard qu'on va prendre dans la lutte contre le réchauffement climatique. 2012, encore 10 ans plus tard, à Rio, un tout petit peu plus d'espoir, mais même à cette période, beaucoup de pays mettent en avant leurs besoins de croissance économique, les enjeux sociaux, et on n'est pas vraiment prêt, ou pas encore prêt, à s'engager et accepter des obligations pour promouvoir la protection de l'environnement, y inclut le climat. Tout de même, on commence déjà à voir un peu qu'en 2015, 3 ans plus tard, on essaiera encore une fois, et il y a une conférence à New York au sein des Nations Unies, le Sustainable Development Summit, et dans la même année, une conférence de Paris sur les changements climatiques qui est plus prometteur que ce qu'on avait vu dans les années immédiatement avant dans ce domaine. Alors, le principe du développement durable, on a vu, reste primordial. En anglais, on parle du Sustainable Development. Et depuis 1987, et surtout depuis 1992, en principe, personne s'oppose, mais ça devient plus difficile quand il faut le concrétiser. Une des mesures qu'on prend, c'est la création d'une commission du développement durable au sein des Nations Unies, qui jusqu'à nos jours reste une commission permanente qui n'est pas particulièrement dotée du point de vue des finances, qui n'a pas particulièrement beaucoup de pouvoir, mais qui est un centre de gravité pour au moins tenir compte des nouveaux défis et des négociations dans ce domaine. On a aussi développé, pour concrétiser le développement durable, les objectifs de développement durable. Donc ici, vous voyez les 17 objectifs qu'on essaie normalement d'intégrer aujourd'hui dans tous les domaines. Par exemple, dans les négociations d'accords de commerce, mais aussi dans le domaine de la santé, dans le domaine de la propriété intellectuelle, dans le domaine de la protection des travailleurs, dans le domaine du développement des droits humains, par exemple du rôle des femmes
dans certaines sociétés, etc., etc. Alors, quelles sont les tensions qui persistent? C'est clair, c'est cette nécessité de concilier d'un côté les exigences du tiers-monde ou des pays en voie de développement avec celles des pays industrialisés. Alors, un résultat, c'est qu'on postule normalement la nécessité de responsabilités communes, mais différenciées des États en matière de protection de l'écosystème. Donc, on accepte que tous les États sont intéressés, par exemple, à trouver une solution pour les changements climatiques, mais que les pays riches devraient en principe contribuer plus que les pays pauvres. Deuxièmement, ce principe revêt une forte connotation temporelle, exprimée par l'adjectif durable, et se fonde donc sur l'équité intergénérationnelle, dont nous avons déjà parlé, donc le fait de tenir compte plus de l'avenir, ce qui est souvent difficile pour le juriste et aussi pour les politiciens qui, eux, veulent normalement être réélus lors des prochaines votations ou élections. Certains des principes qu'on trouve régulièrement dans le domaine de l'environnement sont, premièrement, le principe de la prévention, qu'on connaît aussi dans d'autres domaines. Par exemple, dans le domaine de la criminalité, bien sûr, on adopte des règles pour prévenir la criminalité, mais dans le code pénal, c'est plutôt de manière indirecte qu'on en parle. Alors, dans le domaine de l'environnement, on a tout de même tendance à en parler plus parce que souvent, réparer par la suite, par des sanctions, n'a pas le même effet. Peut-être certaines espèces ne reviennent plus une fois qu'elles ont disparu. Alors, on trouve ce principe de la prévention dans le principe 14 de la déclaration de Rio. Les États devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les déplacements et les transferts dans d'autres États de toute activité et substance qui provoquent une grave détérioration de l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives pour la santé de l'homme. Vous voyez, c'est déjà un peu concrétisé ici à certains domaines, mais du point de vue des spécialistes, on essaie d'appliquer ce principe dans tous les domaines du droit de l'environnement. Un deuxième principe qui est particulièrement important dans ce domaine, c'est le principe de précaution. Le principe 15 de la déclaration de Rio, pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. Vous voyez ici, selon leur capacité, ça vise cette distinction en fonction notamment du pouvoir économique d'un État. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Donc ici, c'est un aspect particulier. Qu'est-ce qu'on fait si la science n'est pas totalement claire concernant un risque? Alors ici, ce principe de précaution invite les États, dans ces cas, à prendre des mesures jusqu'à ce qu'on sera sûr qu'il n'y a pas de risque ou qu'on peut éviter les risques. Ce principe de précaution, donc, en tant que soft law, une recommandation, un principe dans la déclaration de Rio, est un bon exemple pour les questions juridiques qui peuvent se poser. L'Union européenne, ou les États membres de l'Union européenne, qui ont tout de même un rôle important sur le plan international, disent souvent qu'elles trouvent que ce principe, entre-temps, est devenu du droit coutumier. Vous vous souvenez des sources du droit? Donc que ça lie les États, que les États sont liés par le droit coutumier à respecter ce principe de précaution. Tandis que d'autres États, par exemple les États-Unis, ne sont pas d'accord. Eux, ils disent que c'est un joli principe, que c'est du droit, du soft law, mais que ce n'est pas encore devenu du droit coutumier, qu'il n'y a pas suffisamment de pratiques des États et qu'un nombre important d'États reste opposé, n'est pas convaincu qu'il s'agit du droit.
Donc il manque l'opinio juris, le deuxième élément selon la théorie des deux éléments pour le droit coutumier. Et ce type de discussion a lieu, par exemple, dans certaines organisations. Par exemple, dans la négociation concernant le climat, mais aussi au sein de l'OMC, quand il s'agit de libéraliser le commerce de certaines marchandises, et on n'est peut-être pas à 100% sûr si une marchandise cause vraiment des risques ou pas. Et tandis que l'Union européenne dit, mais dans ces cas, nous sommes liés par le principe de précaution, donc nous devons prendre des mesures et en cas de risque ne pas importer ces marchandises. Les États-Unis ont souvent plutôt dit, aussi longtemps qu'il n'y a pas certitude scientifique, il ne se justifie pas de contrôler, voire de limiter le commerce. Et il n'y a donc pas de conséquences de ce principe de précaution dans ces domaines, parce que ça reste du soft law, ce n'est pas une règle juridique coutumière applicable pour ces États. Un joli exemple pour une différence d'appréciation concernant l'état du droit coutumier dans ce domaine. Un troisième élément dont j'aimerais vous parler brièvement, le principe pollueur-payeur. C'est aussi un principe donc, du soft law que les autorités nationales devraient, vous voyez ici le conditionnel, s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protection de l'environnement et l'utilisation des instruments économiques en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit en principe assumer le coût de la pollution dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement. Certains États s'inspirent beaucoup de ce principe. Par exemple, en Suisse, actuellement, on parle d'une redevance CO2, que celui qui produit du CO2 devrait payer quelque chose, tandis que dans d'autres États, ce principe a moins d'importance pour le moment, parce qu'il reste un simple principe au niveau international et ce n'est pas encore reconnu comme une règle de droit coutumier. Il peut se trouver dans certains traités, nous avons vu, ce type de droit mou ou de soft law peut influencer la négociation des traités si les États parties à un tel traité sont d'accord. Ça dépend donc de la volonté des États à ce moment. L'exemple qui nous occupe particulièrement ces derniers temps dans ce domaine sont certainement les changements climatiques. Alors, un des résultats de la réflexion et de la négociation à niveau international était la négociation d'une convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 1992. Donc, la même année qu'on a vu le sommet de Rio. C'était un moment particulièrement propice pour obtenir des résultats. Par la suite, c'était beaucoup plus difficile. On a perdu beaucoup de temps. Et finalement, en 2015, on a pu conclure un accord de Paris sur le climat, dont on parle beaucoup maintenant, parce que ça reste la base pour les actions et les négociations actuelles. Ce traité n'est pas extrêmement ambitieux. L'objectif est tout de même de contenir le réchauffement mondial, et on parle souvent des 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, et ainsi donc l'objectif c'est de limiter la hausse de la température à 1,5 degré, mais l'outil qu'on utilise c'est essentiellement la transparence. Donc on demande aux États de dire et de publier ce qu'ils font, sans les obliger trop quant aux objectifs visés par eux-mêmes. Mais la transparence devrait contribuer à motiver les États, ou certains gouvernements au moins, à faire quelque chose dans ce domaine. Pour la Suisse, c'est l'Office fédéral de l'environnement qui s'en occupe, et vous trouvez ici un lien vers un site qu'il gère pour expliquer la politique et le droit suisse et les obligations de la Suisse dans ce domaine. La mise en œuvre par la Suisse s'est faite en ratifiant l'accord de Paris. Donc nous sommes liés par l'accord de Paris, nous sommes un État partie à l'accord de Paris depuis 2017.
Mais nous avons dit l'accord n'est pas particulièrement ambitieux. Donc ça devait être possible pour la Suisse de respecter les obligations en vertu de cet accord. La Suisse, par la suite, s'est engagée à réduire de moitié d'ici à 2030 les émissions par rapport à 1990. Donc c'est un engagement individuel. Et comment est-ce qu'on peut y réussir? C'est en prenant des mesures. Mais pour la Suisse, du point de vue politique, il était important qu'on puisse aussi tenir compte de réduction d'émissions réalisées à l'étranger. Donc que la Suisse peut financer notamment de telles réductions et que cela compte aussi comme une action prise par la Suisse. Ça, c'est controversé et débattu si c'est une bonne approche. Ceux qui défendent cette approche disent que pour le climat, l'effet est le même. Et donc que ça peut être une idée et c'est toujours mieux que ne rien faire. Alors, notamment ces réductions à l'étranger, la Suisse dépend donc de la coopération avec d'autres États. Et là, elle conclut des accords de coopération relatifs à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Vous trouvez ici un exemple récent, c'est un accord avec la République du Ghana. Et la Suisse en a conclu et est en train d'en conclure aussi avec d'autres États. On en parle beaucoup dans la presse ces derniers mois. Donc ici, on voit aussi un traité qui prévoit des obligations pour la Suisse et le Ghana. Et l'idée, c'est que ainsi, les deux en profitent. Et le profit pour la Suisse, c'est essentiellement de pouvoir contribuer ainsi à ces objectifs dans le domaine du climat. Sur le plan national, il faut aussi prendre des mesures de mise en œuvre. Et là, c'est la votation du 13 juin 2021 qui sera une étape importante parce qu'il y a une votation sur la loi sur le CO2 qui devrait aider les autorités à ainsi atteindre les objectifs pour lesquels on s'est engagé dans le cadre de l'accord de Paris de 2017. Voilà les enjeux d'actualité dans ce domaine et les utilisations des différents outils, notamment des traités, mais aussi du soft law. Ce qui est plutôt absent pour le moment dans ce domaine, c'est le règlement différent. Il manque dans beaucoup de traités parce que les États ne sont pas prêts à faire trancher ces questions par des tribunaux internationaux. Mais vous avez peut-être vu qu'à niveau national, de plus en plus de tribunaux essayent de tenir compte du droit international et même du soft law international, des principes que nous avons évoqués dans ce domaine, pour interpréter les obligations des différents acteurs, notamment des autorités, du gouvernement, mais aussi, par exemple, des entreprises qui contribuent par leurs activités à certains problèmes. Merci beaucoup pour cette présentation et merci pour l'ensemble du cours, de l'avoir suivi de manière non présentielle avec moi pendant cette année. Bonne chance et à bientôt.